pense qu'on va commencer, si ça vous va. On est donc dans une 5e édition d'une série de webinaires qui est organisée par le chantier pour parler un peu de ce que l'économie sociale fait pour répondre à des enjeux de société majeurs au Québec. On parle au chantier du fait que c'est des défis communs et donc des solutions collectives qui s'imposent. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les autres éditions qui ont eu lieu, de quoi on parle, vous allez trouver les enregistrements des webinaires qui portaient sur les soins aux aînés, sur l'autonomie alimentaire, sur la transition écologique ou le défi environnemental et sur l'immobilier collectif sur le site du chantier, avec d'autres informations, plus de détails sur ce que l'économie sociale fait là-dedans. Donc, quand on parle d'économie sociale ou d'entrepreneuriat collectif, qui est un synonyme de quoi on parle d'une façon d'entreprendre collective, autonome du gouvernement et qui vise le rendement à la communauté ou à ses membres. Au Québec, le dernier rapport statistique parlait de 11 200 entreprises collectives qui cumulent un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars et qui emploient près de 220 000 personnes, dont 66 % sont des femmes. Ça aussi, on peut le souligner, cette semaine, lundi, c'était la journée de la femme, donc je pense que c'est intéressant de noter la place des femmes en économie sociale. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, on a un panel entièrement féminin. Alors ça aussi, je voulais le souligner, puis nous féliciter. Mais l'économie sociale, c'est pas juste des entreprises, c'est 13 millions de membres. Donc, ça veut dire que c'est des individus partout au Québec qui s'investissent dans leurs entreprises, parfois plus d'une, comme on peut voir avec un chiffre comme 13 millions. 90 000 administrateurs bénévoles, dont la moitié sont des femmes, qui participent à la gouvernance démocratique, où c'est une personne, une voix, et non en fonction de l'argent qui est investi. Et c'est grâce à cet engagement citoyen qu'on a et des CA composés très différemment de ceux des entreprises privées ou publiques. On voit des entreprises qui font des choix innovants, qui répondent à des besoins ou des aspirations locales, qui affichent une plus grande pérennité que des entreprises privées dans des tailles et secteurs comparables. Qui font que le Québec se démarque même à l'échelle internationale, par rapport en Amérique du Nord, mais même à l'international, pour la place de l'économie sociale dans notre économie, pour l'écosystème qui soutient ces entreprises et pour les solutions innovantes qui se développent un peu partout. Aujourd'hui, on va parler d'emploi puis de conditions de travail. C'est clair que le contexte de pandémie, bon, on en parlait déjà de ces questions avant la crise. On parlait de pénurie d'emploi, mais on parlait aussi de sous-emploi de certaines populations ou de conditions de travail dans certains secteurs qui n'étaient pas adéquates. Mais la pandémie a vraiment mis en relief l'importance de certains rôles et la désadéquation des conditions de travail et l'importance de ces personnes pour notre société. Donc, c'est un enjeu qui est fondamental, qui va continuer d'être fondamental pour les années qui viennent, notamment vu le vieillissement de la population, notamment, et donc la pénurie de main-d'œuvre qui subsiste, mais aussi le sous-emploi ou des enjeux sectoriels. Donc, qu'est-ce que la réponse de l'économie sociale pour faire face à ces enjeux? La première personne qui va nous parler des conditions de travail en économie sociale, c'est Odette Trépanier, qui est directrice générale du Comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale et en action communautaire, généralement appelé CSMO-ESAC de son petit nom. Le CSMO a été créé en 1997 pour répondre justement aux problèmes de main-d'œuvre communs aux entreprises et aux organismes du secteur et assure le développement de la main-d'œuvre et de l'emploi par la mobilisation et la concertation des principaux acteurs concernés et donc une connaissance approfondie du marché du travail pour pouvoir élaborer des stratégies d'action et de formation communes et continues. Donc, Odette? Bonjour, merci d'être là. L'emploi, c'est tellement important. Donc, je suis contente de voir qu'il y a autant de gens qui s'y intéressent. Bienvenue à tous et à toutes. Bien, au départ, moi, Béatrice, tu me le permets, j'aimerais, avant de parler emploi, parler de bonheur. Bonheur au travail, parce que dans un contexte de pandémie, le bonheur au travail est extrêmement important pour faire l'adéquation entre nos talents puis le travail. Puis depuis un an, là, on a été bien
cette année-là a été un peu un tsunami au niveau de l'organisation du travail. Et vous savez que depuis quelques années déjà, la firme Léger a développé l'IBL, qui est l'indice de bonheur léger. Et la dernière enquête, celle de 2019, présentait 25 facteurs associés au bonheur en général. Le travail, dans cette catégorisation-là, arrive en 5e position. Et après l'accomplissement, la santé, l'amour et la reconnaissance. Hein, toutes des choses dont on a besoin au quotidien pour se sentir heureux. Plus on est satisfait au travail, vous l'avez compris, plus l'indice du bonheur augmente. Pourquoi? Parce que 80 de notre vie est consacrée au travail. Et voici ce qui ressortait de cette enquête-là en 2019, c'est que l'indice du bonheur est plus élevé dans les OBNL et les coopératives, avec 73 que dans toutes les autres catégorisations d'organisations, qu'elles soient sociétés d'État, publiques ou privées. Alors, ma conclusion à moi, ce n'est pas la profession qui amène le bonheur psychologique au travail et le bonheur tout court. Ce sont dans les conditions dans lesquelles on l'exerce, mais surtout dans le type d'organisation dans lequel on exerce ce travail-là. Béatrice, au départ, vous a fait brièvement un portrait de l'emploi en économie sociale. Hein. 11 200 entreprises engagées collectives au Québec et 220 000 salariés. Alors ça, là, c'est énorme comme secteur d'emploi. Vous savez, le Québec se divise entre le secteur privé, public et celui de l'économie sociale. Et donc, dans ce troisième secteur-là, on est un des plus gros, en fait, on est le plus gros secteur d'emploi au Québec. Le nombre de salariés dépasse celui des employés de la construction, de la transformation alimentaire et de l'aérospatiale. Alors, c'est vous dire à quel point notre secteur est important dans le développement économique et le développement de l'emploi au Québec. Je vais vous présenter quelques statistiques. Bon, j'essaie de ne pas vous inonder, mais pour vous y repérer, Béatrice a nommé le portrait statistique de l'Institut de la statistique du Québec réalisé en 2016. Je vais parler beaucoup de statistiques, là, notamment aussi que j'ai repêchées dans notre enquête nationale de main-d'œuvre qu'on réalise au CSMO et SAC tous les 3 ans, que vous pouvez retrouver sur notre site Internet, et aussi des statistiques qu'on a récoltées sur la main-d'œuvre en économie sociale dans le cadre de la pandémie qui ont été réalisées en juin 2020. Alors, vous savez, le secteur d'emploi de l'économie sociale, ben, c'est un peu comme les autres secteurs d'emploi, c'est qu'on y retrouve différents sous-secteurs. Alors, ça se divise là, au niveau de plusieurs secteurs économiques, que ce soit le commerce de gros, le tourisme, la culture, le développement technologique. Mais on retrouve le 3/4 des entreprises d'économie sociale dans l'un des 5 secteurs économiques suivants. On parle entre autres d'entreprises en enseignement, en service de garde, en assistance sociale. Mais là, on va nommer par exemple les CPE, l'aide à domicile, les organisations civiques, sociales, collectives d'appui au soutien au développement, les entreprises d'habitation, de location, comme les coopératives, par exemple, d'habitation, les entreprises culturelles. Hein, vous avez toutes envie de retourner très, très fort à la TOU, probablement revoir les spectacles culturels, médias, on parle de la presse, entre autres, et les entreprises en loisirs et tourisme qui sont aussi très présentes. Là, on parle d'auberges de jeunesse, de YMCA, de très grandes entreprises d'économie sociale qui nous permettent justement d'aller sortir de cette pandémie et puis de se retrouver dans un autre univers quand on parle de loisirs. Le Québec, ça compte quelques grandes entreprises, évidemment, d'économie sociale. On a le plus grand employeur au Canada, Desjardins, qui est dans le domaine même de l'économie sociale. Mais la plupart des entreprises d'économie sociale sont des PME. Et ça, c'est des petites organisations, des PME ultra créatives, et je pense que la pandémie nous l'a démontré, des entreprises innovantes, puis ancrées aussi dans leur milieu. Et ça, c'est important pour l'emploi d'avoir ce phénomène-là là, en arrière de la tête quand on parle aussi de bonheur au travail, puis de comment on travaille, nous, en économie sociale. Il y a 65 des entreprises au Québec qui ont moins de 10 employés salariés. Alors, quand on pénètre dans une de ces entreprises d'économie sociale, bien, on est tout de suite mieux accueilli. Hein? On a vraiment une meilleure accueil, une meilleure fidélisation. Et si certains secteurs économiques, comme je les ai nommés tout à l'heure, vont se caractériser par le fait qu'on y trouve beaucoup
d'entreprises. D'autres vont distinguer dans l'économie sociale au niveau des jeunes entreprises. Ça veut dire que plusieurs jeunes entreprises vont se créer, vont se former et vont développer de l'emploi. Et là, on voit vraiment une belle progression, notamment dans le secteur du commerce de détail, de services de proximité, de télécommunications qui sont si importantes dans un contexte de pandémie, de services professionnels. Et là, je pense que ma collègue Isabelle Faubert va pouvoir aussi aborder cette question-là, l'agroalimentaire, la foresterie, le transport et la gestion des matières résiduelles. Donc, tout ça, là, c'est des emplois qui sont en émergence présentement. La situation. La situation actuelle des entreprises d'économie sociale est la même qu'on retrouverait dans les autres types d'entreprises, dans les autres secteurs d'activité. Avant la pandémie, on était dans un secteur de rareté de main-d'œuvre et en économie sociale, on est vraiment dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, mais qualifiée. Et je vais revenir tout à l'heure à la scolarisation de nos travailleurs. En 2015 et 2018, près de 60 des entreprises nous disaient avoir eu de la difficulté à pourvoir un ou plusieurs types de postes. Il y a même 40 des gestionnaires là, qui se disent extrêmement préoccupés par la relève parce que c'est tout un défi dans le secteur de l'économie sociale d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée et qui souhaitent évidemment relever les défis dans toutes sortes de secteurs d'activité. Actuellement, 55 des entreprises envisagent l'embauche de nouvelles ressources humaines à court ou moyen terme. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place, là. Il y a de la place pour investir le secteur d'emploi de l'économie sociale. Et savez-vous que depuis la pandémie, 24 de nos organisations ont recruté de nouvelles ressources humaines. Pourquoi? Parce que les entreprises d'économie sociale étaient au cœur de la pandémie pour soutenir au niveau des services essentiels. Et ça, c'est extrêmement important qu'on en prenne connaissance, que le secteur d'emploi a été là tout au long de la pandémie pour soutenir le développement du Québec. Si je fais maintenant un zoom sur les salariés, alors parmi les salariés de l'économie sociale, ben, 62 travaillent à temps plein, dans toutes sortes, hein, parce que tous les métiers sont possibles dans l'économie sociale. Alors, tous les codes CNP là, du Code national des professions s'y retrouvent. 23 des employés sont à temps partiel. Donc, on a des jeunes, moins jeunes, qui travaillent à temps partiel. Et d'autres personnes, 15 des salariés sont des travailleurs saisonniers. Ah, ben, vous connaissez sûrement les camps de vacances, c'est un bon secteur saisonnier. Vous connaissez sûrement aussi là, tout ce qui est tourisme, loisirs, auberges de jeunesse qui embauchent là, pendant l'été pour venir supporter tous les défis et belles activités qu'on a au cœur des missions des entreprises d'économie sociale. Béatrice, tu l'as dit, le secteur de l'économie sociale, c'est les 2 tiers des salariés où les femmes représentent la main-d'œuvre en économie sociale. Et mieux que ça, je dirais qu'on a un secteur très représentativement féminin parce que les gestionnaires aussi sont à 76 des femmes en économie sociale. Et ça, c'est vraiment très, très exclusif au niveau de notre secteur. On retrouve aussi quelque chose qui va différencier le secteur d'emploi de l'économie sociale, c'est la scolarisation. Notre secteur d'emploi, comparé aux autres secteurs d'emploi, est extrêmement scolarisé. Entre 16 et 20 des entreprises d'économie sociale, on retrouve des employés qui détiennent un diplôme universitaire. Alors ça, c'est un portrait vraiment très différencié par rapport aux autres secteurs d'emploi. On m'a demandé aujourd'hui de vous dire, mais pourquoi donc l'économie sociale est un secteur un peu différent des autres? Ben, moi, je pense que je vous ai montré pas mal de choses, mais une chose qui vraiment vient nous caractériser, c'est l'inclusion. L'inclusion sur toutes ses formes, la diversité des talents que nous accueillons dans le secteur de l'économie sociale et des emplois aussi que nous offrons. C'est une contribution extraordinaire sur le marché de l'emploi que l'économie sociale permet par rapport au secteur public et privé. Et là, je m'explique. La diversité en économie sociale, c'est la diversité de l'ensemble des acteurs qui peuvent investir et développer des missions. Alors, au cœur de nos ressources humaines, 23 des entreprises d'économie sociale ont une ou plusieurs ressources humaines qui sont embauchés dans le cadre d'un programme d'insertion. On parle en moyenne de 6 employés par entreprise. Il y a aussi, en 2018, dans nos statistiques, on démontrait que 10 des ressources humaines embauchées l'étaient pour sortir de l'assurance-emploi.
Et on retrouve aussi en économie sociale un facteur au niveau de la diversité très, très riche. 20% des entreprises d'économie sociale ont une ou plusieurs personnes migrantes au sein de leur équipe de travail. Et dans 78% de ces entreprises-là, les personnes immigrantes occupent un poste en lien direct avec leur domaine d'expertise et dans 71% des emplois à temps plein. Et ça, c'est un facteur très, très différencié si on regarde les autres secteurs d'emploi. On a aussi 11% des entreprises d'économie sociale qui ont une ou plusieurs personnes en situation de handicap dans leur équipe de travail. Ça aussi, c'est un facteur extrêmement important à tenir compte dans quand on regarde puis qu'on différencie les secteurs d'emploi. Et mieux que ça, quand on interroge les gestionnaires, qu'on leur dit c'est quoi vos solutions pour aller chercher de la main-d'œuvre dans un contexte de rareté, les gestionnaires de l'économie sociale répondent mais chez nous, c'est diversifié, c'est inclusif. Alors, on va viser les travailleurs expérimentés, les personnes immigrantes, les personnes en situation d'handicap, les jeunes, les autochtones et aussi les Inuits. Donc, vous voyez à quel point on a à cœur en économie sociale d'avoir un secteur d'emploi diversifié, inclusif et vraiment que tous puissent contribuer au développement économique du Québec. Une autre chose, si tu me permets, Béatrice, de continuer sur ma lancée, c'est que les conditions de travail aussi en économie sociale sont extrêmement diversifiées. Évidemment, les jeunes qui sont issus des générations Y et Z, vous le savez, accordent beaucoup de l'importance. Et là, je vois Noémie Bernier hocher de la tête. Tu me diras, Noémie, si j'ai raison, accorde beaucoup de l'importance à la qualité de vie au travail, vie personnelle, conciliation, famille, études, tout en souhaitant acquérir de nouvelles responsabilités. Ah, ben j'ai un pouce, là. Ça veut dire qu'on a une vraie jeune, puis vraiment, le 21e siècle, c'est ce qu'on souhaite comme milieu de travail. Et cette génération-là, évidemment, est attirée par quelque chose qui est très, très présent en économie sociale, puis qu'on ne retrouve pas non plus dans les autres secteurs de l'économie sociale. Alors, quand on questionne les gestionnaires sur leur politique de conditions de travail et les entreprises, ben, on voit aussi que le secteur d'économie sociale a des valeurs ajoutées extraordinaires. Et là, je m'exprime. Le secteur de l'économie sociale offre une flexibilité des horaires dans 73% des entreprises. Alors, allez voir là, dans les autres statistiques, dans les autres secteurs. Un programme de conciliation travail-famille dans 61% des entreprises, un haut niveau de responsabilité dans 95% des entreprises, une autonomie au niveau des tâches à 93% et une diversification des tâches. Alors, l'ADN d'une entreprise, là, passe par son environnement. Ça, c'est clair, c'est connu dans tous les milieux de travail. C'est connu aussi que le climat de travail est un facteur important. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que le projet collectif est majeur pour obtenir autant de flexibilité dans nos milieux de travail et de diversité. Et ça, c'est des éléments non négligeables quand on parle d'attraction de la main-d'œuvre jeune et moins jeune. Et fait intéressant, oui. Excuse, parce que comme on a un temps limité, puis je voudrais avoir un échange ensemble, je prends ta balle au bon sur le projet collectif, parce que, puis vous le voyez, vous connaissez, Odette et vraiment le CSMO est une manne d'expertise puis de connaissances sur l'ensemble des réalités de ce que c'est de travailler en économie sociale, mais il n'y a pas juste des travailleurs en économie sociale, on a aussi des entrepreneurs. Donc, quand on parle de conditions de travail, on peut prendre un emploi quelque part, mais on peut aussi créer son propre emploi. Puis je pense que c'est important qu'on entende aussi cette partie de l'équation. Absolument. Alors, pour nous parler de ça, on a Isabelle Faubert, qui est directrice générale du réseau des coopératives de travailleurs. Est-ce que les travailleurs peuvent aussi être des entrepreneurs, Isabelle? Bien, certainement, certainement. Puis, écoute, je pense qu'il y a un lien naturel avec ce que Odette vient de présenter. Je pense qu'on ne s'est pas concerté sur le contenu, mais je pense qu'un des leitmotifs, ça va être sûrement la création de sens au travail. Je pense que travailler en économie sociale, c'est ça qui est au cœur de notre motivation à tous. Je pense travailler en économie sociale, travailler en accord avec nos valeurs. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille en économie sociale. Puis, je vous dirais, c'est pas un job pour moi, c'est un projet de vie. Puis je pense qu'aussi beaucoup de la jeune génération se reconnaît là-dedans, de dire on travaille pas. Puis il y en a qui doivent faire du bénévolat pour
créer du sens dans leur vie puis redonner à la communauté. Nous, on a la chance d'être payés pour militer puis changer le monde. Donc, c'est un privilège incroyable qu'on a, je pense, en économie sociale. Donc, comme Béatrice le disait, il y a de plus en plus de jeunes professionnels qui décident de se créer des entreprises, mais avec un sens puis des valeurs particulières, donc qui ne sont pas la maximisation du profit, mais c'est de mettre le travail puis l'empouvoirment par le travail au cœur de l'entreprise, que ce soit sous modèle OBNL ou coopérative. Donc, on voit ça de plus en plus. Évidemment, ben là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que la coopération du travail, c'est peut-être le véhicule qui procure le plus de bonheur au travail dans la mesure où on a le plein contrôle sur nos moyens de production. C'est nous qui décidons en tant que travailleurs, c'est nous qui sommes copropriétaires. Donc, évidemment, on serait mal placé pour s'auto-exploiter. Peut-être, je vous dirais, là, c'est sûr que je parle des coopératives de travail, mais probablement que plusieurs travailleurs d'autres entreprises d'économie sociale vont pouvoir s'identifier à ça. Mais ce qu'on remarque concrètement dans les coops de travail, c'est plus de sens au travail, plus d'équité, puis plus de liberté. J'explique un peu chaque élément. Plus de sens au travail, bien, je pense que c'est inné, c'est dans l'ADN des entrepreneurs coop, même s'ils ont choisi un mode d'entrepreneuriat collectif un peu plus fermé sur les travailleurs. Il y a aussi cette volonté-là de redonner à la communauté, la volonté de répondre à des besoins de la communauté beaucoup plus qu'à une opportunité de marché. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un certain marché pour qu'ils puissent en vivre, mais ce n'est pas ça qui les motive à la base, c'est vraiment de faire des projets pour la communauté. Puis la notion de juste prix, elle est tout le temps présente. Il y a toujours une volonté d'offrir le maximum de qualité de service à un prix moindre. Sinon, au niveau de l'équité, on n'a pas d'enquête repère, on y participe, mais on fait nos petites enquêtes maison, voir effectivement s'il y a des distinctions avec le milieu coop. Puis, on a fait une enquête l'année passée sur justement l'impact social de nos membres. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'un des grands impacts, c'est un impact interne, c'est qu'on a une très, très grande équité salariale. Les échelles salariales dans les coops de travail sont vraiment très aplanies. 98% des coopératives qu'on a sondées ont des échelles vraiment aplanies. 32% ont des salaires égaux. Donc, on ne parle vraiment pas d'équité salariale, on parle de salaires égaux pour le travail qui est fait. Puis, la moitié ont des salaires, donc entre le plus bas et le plus haut salaire, il n'y a pas un écart de plus de 2. Quand on sait qu'il y a plusieurs dirigeants de grandes entreprises qui ont 2 fois le salaire de leurs employés, puis que même quand on parle de grandes coopératives comme Mondragon avec un écart de 7, on dit mais c'est presque l'égalité. Dans nos coopératives, c'est 1 à 2 de plus que le plus bas salaire. Donc, on est vraiment dans une dynamique d'égalité, d'équité. Puis, plus de liberté, bon, pour différentes raisons, Odette en a parlé, conditions de travail flexibles, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les coops de travail, même c'est derrière des motivations souvent à entreprendre en coopérative. Je pense notamment à une coopérative d'électriciens qui, eux, leur milieu de travail, c'est d'être sur des chantiers de construction, de faire des 10-12 heures par jour. Puis les jeunes membres de cette coop-là, ce sont tous des hommes, mais ils voulaient favoriser la conciliation famille-travail, ils voulaient revenir à 4 heures pour aller chercher leurs enfants à la garderie. Fait que pour eux, c'était essentiel de faire une coopérative dans laquelle ils pourraient choisir les mandats qu'ils font pour garder cette conciliation-là, famille-travail. Puis, je veux souligner au passage, on a un membre qui est dans la sécurité informatique, la coop Code 3, qui en fait est la première coopérative au Québec à avoir reçu le sceau Concilivie pour sanctionner la conciliation famille-travail. Donc, on voit que vraiment concrètement, il y a même un effort même d'être reconnu pour ces pratiques-là, même si ça fait partie de l'ADN de plusieurs de nos entreprises. Puis, plus de liberté aussi, comme je le disais, pour choisir les clients puis les contrats. Ça, c'est souvent une volonté des membres de dire, on ne veut pas travailler avec n'importe quel client, on veut travailler avec des clients qui partagent nos valeurs, on veut faire des mandats qui vont être stimulants au niveau professionnel. Fait que cette liberté-là de choisir sur quel mandat on travaille, c'est hyper présent. Donc, il y a cette notion-là de contrôle. Puis, tout ça nous amène, je pense, à plus de bonheur au travail. Puis, je trouvais ça intéressant, le sondage dont tu faisais référence, Odette. En fait, nous, on a fait un petit sondage maison, rien à voir avec Léger, mais on a quand même eu 500 répondants quand on l'a fait il y a 2-3 ans. Puis on a eu des répondants de plein de milieux de travail différents, autant privé, public, économie sociale, coop.
Puis, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'effectivement, on demandait aux gens s'il y avait un écart entre le travail idéal puis le travail qu'ils faisaient dans la réalité. Puis, où il y avait le moins grand écart, c'est dans les entreprises d'économie sociale. Puis, dans les coopes de travail, bien, il y avait encore une plus grande adéquation entre le travail idéal puis le travail réel parce que on contrôle 100% de notre travail. Puis juste pour vous montrer, parce que peut-être que 30%, ça ne vous semble pas si gros, mais quand on compare peut-être les pires données qu'on a retrouvées dans notre sondage, c'est dans le milieu syndiqué privé, où là, 80% des employés du secteur privé syndiqué étaient insatisfaits de leurs conditions de travail. Donc, tu sais, ça, c'est à l'inverse, mais je pense que pour dire que quand on est en économie sociale, quand il y a un sens au travail, quand on peut contrôler notre environnement de travail, c'est sûr que ça crée nécessairement plus de bonheur au travail. Peut-être pour résumer, je dirais ce que les travailleurs retrouvent dans les coops quand on parle de sens, ce qui les amène à travailler, c'est la répartition des responsabilités, le partage de la charge mentale, les décisions collectives, la gestion horizontale. Ça, c'est vraiment des éléments là, qui reviennent souvent, qui justifient en fait le fait de travailler dans des coopératives. Puis je pense que c'est toute la notion de justement d'émancipation puis d'empouvoirment par le travail. Puis, je voudrais juste souligner en terminant, parce que moi, je termine, mais aussi, ce qui est super intéressant à souligner, c'est qu'on a fait une percée depuis quelques temps dans des nouveaux métiers. On a fait beaucoup de démarches auprès des ordres professionnels. Il y avait des métiers qui n'étaient pas ouverts à l'économie sociale, où on ne pouvait pas entreprendre en collectif puis de façon démocratique à cause des barrières des ordres professionnels. Puis maintenant, depuis quelques années, on voit des architectes, des ingénieurs, des psychologues, des physiothérapeutes qui travaillent en économie sociale. Il reste encore beaucoup de choses à faire, là, notamment entre autres avec les acupuncteurs. Il y a quelques autres métiers, avocats aussi, probablement comptables, mais je pense qu'on va y arriver puis on va les convertir au bonheur. Voilà, merci. Merci Isabelle. Fait que, tu sais, je trouve ça, juste pour refaire le lien entre les deux, parce que là, on a un portrait plus complet. On a beaucoup parlé d'équité de différentes formes, la notion d'inclusion, tu sais, la diversité dans le travail, mais aussi équité salariale dans les rémunérations. Quand on voit que la question des inégalités sociales qui se creusent au Québec comme ailleurs, l'économie sociale apparaît comme une solution, un véhicule intéressant pour nous amener ailleurs. Bon, dans cette série, on a eu vraiment le plaisir d'entendre des réalités spécifiques à certains secteurs, à certaines organisations. Ici, on a parlé de travailleurs d'entreprise, d'entrepreneurs, mais aussi d'avoir la contribution des pôles d'économie sociale qui nous indiquent à quel point ces enjeux se déclinent de façon particulière dans un territoire, puis ils ont une répercussion plus large sur la qualité de vie de tous dans la région. Donc, tu sais, qu'est-ce que ça importe d'avoir des entreprises, des travailleurs et des employeurs en économie sociale pour tous ceux qui sont là et non pas seulement ceux qui sont employés ou payés par l'entreprise. En quoi l'emploi en économie sociale change quelque chose pour les résidents d'un territoire? Pour nous parler de comment ça se décline à Montréal, on a Anil Côté, qui est directrice générale du pôle d'économie sociale de Montréal, qui est plus souvent connue sous son nom de Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal ou le CESIM. Anil? Merci Béatrice, merci Odette et Isabelle. Effectivement, vous avez bien dressé le portrait des possibilités et comment ça se décline pour les travailleurs ou les travailleuses et les entrepreneurs qui choisissent l'économie sociale. À Montréal, évidemment, on a parlé de chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire à Montréal? C'est 2780 entreprises, plus de 68 000 emplois. 11 milliards de revenus générés chaque année. Alors, vous vous doutez bien que pour Montréal, les entreprises d'économie sociale sont une partie intégrante de l'économie sociale, de l'économie montréalaise, et oui, de l'économie sociale, de l'économie montréalaise, et essentielle. Les entreprises d'économie sociale, en fait, il y a 25% des entreprises de l'économie sociale qui sont basées à Montréal et c'est 33% des travailleurs qui sont à Montréal. On en a parlé tout à l'heure, comment l'économie sociale fait une différence dans une métropole. En fait,
et Odette le dit, l'inclusion fait partie de l'ADN des entreprises d'économie sociale et on l'a vu avec la pandémie. Pour ceux d'entre vous qui ont peut-être vu passer l'étude de Oxfam récemment sur le virus des inégalités qui disait précisément que les 1000 milliardaires les plus riches retrouveraient leur niveau d'avant en 9 mois, alors que les plus pauvres retrouveraient leur niveau de vie. Ils mettraient jusqu'à 10 ans à retrouver ce même niveau de vie. Alors, je pense que la pandémie a démontré une fois de plus à quel point les inégalités sont présentes et elles se creusent davantage. Alors, l'économie sociale vient directement, je dirais, à la source de ces inégalités-là, notamment parce qu'elle permet l'accessibilité. On parle souvent d'accessibilité à un logement, l'accessibilité à l'alimentation, l'accessibilité au sport et aux loisirs. Et c'est ce que ça permet aussi dans une métropole comme Montréal, cette accessibilité-là pour l'ensemble des citoyens. Qu'est-ce que ça change? Évidemment, d'avoir des entreprises d'économie sociale et des travailleurs et travailleuses dans le secteur de l'économie sociale. Bien, je vais vous donner 3 exemples peut-être plus concrets d'entreprises qui sont à Montréal. Nous avons notamment plusieurs entreprises d'insertion socio-professionnelle. On parlait des entreprises, des gens éloignés du marché du travail ou pour qui la crise les a fragilisés davantage. Donc, on a notamment une entreprise qui s'appelle Les Petites Mains, qui permet à des femmes immigrantes d'apprendre un emploi et aussi de s'intégrer à la société québécoise. Et donc, c'est dans le domaine de la couture industrielle. Peut-être que plusieurs d'entre vous les connaissez, mais c'est une entreprise, je dirais, phare à Montréal qui permet cette intégration socio-professionnelle, notamment des populations immigrantes. On parlait tout à l'heure d'inclusion et d'intégration. Évidemment, il y a plusieurs autres entreprises d'insertion que l'on pense au magasin Renaissance qui sont très présents sur l'île de Montréal et qui sont aussi, dont l'entreprise qui est aussi une entreprise d'insertion socio-professionnelle. On pense également aux entreprises, on parlait tout à l'heure de personnes handicapées, de personnes qui ont des limitations. On a également des entreprises comme Axia, qui est une entreprise adaptée, qui permet donc à des gens qui ont des limitations d'avoir un emploi, soit dans le secteur de l'entretien ménager, soit dans le secteur de la conciergerie ou l'emballage. Et donc, cette entreprise-là compte plus de 800 employés. Alors, ce n'est pas une petite entreprise. Bien sûr, tout à l'heure, on évoquait que la plupart des entreprises sont des petites entreprises, mais il y en a aussi quelques-unes qui sont assez importantes et je pense que Axia, avec ses 800 employés, démontre aussi que c'est possible d'avoir des entreprises d'économie sociale qui comptent beaucoup d'employés et qui ont un impact économique aussi très grand. Et je vous parlerai aussi de la TOU, parce qu'on a parlé beaucoup du secteur des arts et de la culture qui a été grandement affecté par la pandémie et qui continue de l'être. Mais la TOU est à la fois, évidemment, un lieu de diffusion culturelle des arts du cirque, mais c'est aussi un lieu qui permet la gestion du parc Frédéric-Bach, qui est l'ancienne carrière Miron, et qui est un des très grands parcs qu'on réhabilite. Et combiné à ça, donc c'est une mission qui est triple, à la fois le côté culturel, le côté développement durable, mais aussi qui a tout un volet d'inclusion et d'employabilité des jeunes du quartier, donc qui est situé dans le quartier Saint-Michel. Donc, lorsqu'on parle de cette cohérence entre, je dirais, la mission sociale, les retombées économiques, mais aussi cette notion de cohésion sociale, c'est ce que permet justement l'économie sociale, cette cohésion sociale-là. Je voudrais juste terminer en disant que ce qui est aussi une particularité de l'économie sociale, c'est sa résilience. Et je pense que l'économie sociale démontre lors des crises cette résilience du secteur. Et nous, ce qu'on remarque à Montréal, c'est que
jusqu'à présent, du moins, il y a très peu d'entreprises qui ont fermé. Donc, on est plutôt dans ce côté, on me dit, et j'aime beaucoup ce mot-là, que certaines entreprises sont en dormance, notamment dans le cas du secteur de la culture, mais ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Au contraire, les gens sont en train de se préparer, de se repositionner. Et nous, c'est ce qu'on voit beaucoup à Montréal actuellement, avec notamment les différents programmes où les gens sont en train de repositionner leur modèle d'affaires, de réfléchir à comment ils vont attirer de nouveau leur public. Alors, je pense que travailler en économie sociale, c'est aussi de faire preuve d'innovation, de créativité et de résilience. Merci, Anil. Je pense que c'est vraiment intéressant de voir la diversité de façons que l'économie sociale contribue à quelque chose. Je me suis dit, en vous écoutant toutes, j'espère que c'est clair pour tout le monde que la question de l'emploi puis du travail décent, qu'il soit en tant qu'entrepreneur ou travailleur, elle nous importe à tous. C'est pour ça qu'on parle d'un enjeu de société. Et donc, la contribution des syndicats, la contribution du mouvement communautaire pour avoir une qualité de vie puis une cohésion sociale, c'est un ensemble de facteurs qui va faire qu'on va avoir une qualité de vie puis une équité sociale, une cohésion sociale sur nos territoires. Mais je pense qu'on situe bien comment l'économie sociale est un levier important dans ces efforts, puis va contribuer à sa façon, particulièrement sur l'aspect économique, à plus d'équité et d'inclusion. J'aimerais d'abord peut-être parler de cette question de revenir sur, on est aujourd'hui dans une situation paradoxale où on parle de chômage, et Odette l'a dit, certains secteurs qui sont très amochés suite à la crise, mais aussi de pénurie de main-d'œuvre. Puis on a parlé, ici on veut parler de quel rôle l'économie sociale fait face à la question d'emploi. Qu'est-ce qui est, selon vous, le plus urgent sur quels aspects est-ce que l'économie sociale a une valeur ajoutée spécifique la plus importante, selon vous? Je ne sais pas, Odette, d'abord, si tu veux tenter un bout de réponse. Moi, je pense qu'actuellement, dans la crise actuelle, deux choses pour moi, la diversité, d'être capable de justement, Anil l'a bien démontré, faire de l'insertion pour répondre là, aux travailleurs qui sont sur le chômage ou même sur l'aide sociale qui vivent depuis 1 an et demi dans des conditions malheureusement sans travail. Et l'économie sociale peut répondre rapidement. On l'a vu, hein, 43% des entreprises ont été là pour répondre au développement économique du Québec et soutenir la pandémie. Donc, l'économie sociale, elle est extrêmement réactive. Et si tu me permets, dans l'aspect le plus urgent pour moi actuellement, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment dans le secteur de la petite enfance. Alors, vous savez que les garderies, les centres de la petite enfance ont été là, très présents, sont encore là, ont travaillé, ont dû chercher du personnel. On manque actuellement près de 8000 éducatrices. Et dans le cadre de la pandémie, là, les catégories qui ont été les plus touchées dans les pertes d'emploi sont les femmes. Donc, tranquillement, on voit dans les données d'emploi là, que les femmes recommencent à travailler et recommencent à prendre leur emploi. Mais pour quel travail? Il faut que les services en petite enfance soient là. Et donc, c'est vraiment actuellement, je pense, l'enjeu majeur de faire en sorte qu'au Québec, on se donne les moyens pour que ces femmes-là puissent aller travailler. Merci. Je dirais aussi, peut-être, pour compléter, l'entrepreneuriat aussi, c'est souvent lié, hein, quand il y a des crises économiques, on voit des hausses d'entrepreneuriat, puis l'entrepreneuriat collectif est aussi une façon de contrer le chômage. Puis, tu sais, il y a une donnée qu'on entend souvent, là, que 85% des métiers de l'avenir n'existent pas aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui sont dans l'avant-garde de cette économie-là. Tu sais, je vous nomme des exemples de coopératives qui n'existaient pas, des secteurs qui n'existaient pas il y a 5 ans, là, des services conseils zéro déchet, du design de services, des aménagements transitoires, de la rédaction épicène, de la vélo logistique, ça n'existait pas il y a 5 ans. Mais ça, c'est des entreprises d'économie sociale qui mettent en place ces projets-là. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être des voies là, pour sortir du chômage. Puis, je pense qu'il faut peut-être le mettre de l'avant encore plus, mais notre niveau, notre indice de bonheur au travail, c'est aussi un facteur d'attraction de la main-d'œuvre sur lequel on doit miser aussi. Mais en fait, ce que je dirais pour compléter, moi, je trouve qu'il y a
beaucoup de partenariats à faire avec l'économie sociale et souvent, on n'y pense pas toujours d'emblée. Et je trouve que la pandémie ouvre encore plus cette possibilité-là aussi de créer ces partenariats avec l'économie sociale. Et pour moi, on l'a vu, notamment avec la crise, l'économie sociale a pu réagir, était au front. Nous, par exemple, il y a eu toute l'initiative de Cantine pour tous de permettre pendant la pandémie de pouvoir s'assurer que les personnes en situation d'itinérance aient accès justement à des repas. Et ça s'est mis en place très, très rapidement, donc un consortium d'entreprises d'économie sociale regroupé sous la Cantine pour tous pour arriver à desservir ces populations-là. Donc, on montre toute l'agilité, la capacité d'innovation des entreprises d'économie sociale et je pense qu'il y aurait véritablement des partenariats très significatifs à faire avec les entreprises d'économie sociale à plein d'égards. On parlait tout à l'heure évidemment de la COVID et du fait que nos personnes âgées ont été durement éprouvées et touchées par toute cette pandémie. Et je me dis, mais quels sont les partenariats qu'on peut penser et développer en lien avec le soin aux personnes âgées et aux personnes vulnérables, par exemple? Merci. Ben ça m'amène à une autre question parce qu'on parlait des conditions de travail dans des entreprises privées syndiquées. Je pense que les syndicats sont souvent là quand il y a un problème. Donc, c'est pas parce qu'il y a des syndicats que les conditions sont mauvaises. Oui, j'avais pas vu que Stéphane était là, excuse-moi. Non, mais c'est parfait, mais parlons-en parce que je rebondis sur ce que dit Anil. Je pense qu'une des choses que nous a montré cette crise, c'est combien peu on valorise les soins aux personnes sont généralement peu valorisés au regard de l'importance qu'ils ont dans notre société. Et puis, on sait que l'économie sociale est très présente dans les soins aux personnes, particulièrement des personnes vulnérables. Qui serait, selon vous, est-ce qu'il y a des partenaires naturels avec qui on doit plus travailler pour faire reconnaître cette contribution, ces conditions d'emploi, ces secteurs d'emploi, c'est ça, en tant qu'employeur ou de dirigeant dans ces questions-là? Est-ce que c'est travailler plus? On sait qu'il y a beaucoup de syndicats dans les CPE, mais peut-être pas dans d'autres secteurs. Est-ce que c'est avec ça? Est-ce que c'est avec le gouvernement? Est-ce que c'est avec la communauté qui pourrait mieux reconnaître ou soutenir ces emplois-là? Clairement avec les syndicats, mais ce n'est pas à moi la parole. Ben, j'allais te la laisser, Stéphane. Je vais te laisser ma prise de réponse si tu as une réponse syndicale. Moi, j'aurais le goût de répondre à ça. Tout type de partenaires qui ont le goût de s'investir dans le développement économique et social du Québec. Les partenaires les plus pertinents, c'est ceux qui répondent aux besoins des organisations et des territoires. Alors, tu sais, dans des gros programmes, c'est sûr que les ministères peuvent être présents. Moi, je suis toujours étonnée de voir qu'il y a un plan d'action en économie sociale au Québec. Et finalement, quand je rencontre certains ministères qui ne soient pas au courant que l'économie sociale même existe au Québec. Donc, quand tu dis faire des partenariats, effectivement, c'est essentiel. Puis Annelle peut démontrer de nombreux exemples sur son territoire de partenariats forts, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail de reconnaissance et même de connaissance de ce modèle de développement d'entreprise-là et du grand mouvement parce que au Québec, on a la chance d'avoir 2 réseaux majeurs en économie sociale, d'avoir des partenaires incroyables au niveau des régions, d'avoir des organismes de soutien. Et tout ça fait un mouvement incroyable, une force, et c'est sûr que ça mérite d'être connu, reconnu. Quand on va négocier une entente avec un partenaire, il faut toujours bien qu'ils connaissent c'est quoi l'économie sociale et quelle est notre contribution et notre impact dans les communautés, dans les territoires, à partir des missions des organismes. Alors, pour moi, c'est une condition sine qua non de la reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, elle doit se faire aussi avec les conditions de travail c'est une condition essentielle au développement économique du Québec et à de meilleurs emplois, que ce soit en économie sociale ou dans tout autre secteur d'activité. Je veux rebondir là-dessus parce qu'en effet, l'économie sociale, je pense, n'est pas assez connue au regard de l'importance qu'elle a dans notre économie puis sur notre société. Et surtout, cette capacité de prise en charge et d'innovation parce que si on a ici parlé des tendances générales, mais on voit aussi un secteur extrêmement dynamique qui continue d'émerger
qui prend de l'ampleur. Donc, si vous aviez une tendance émergente en économie, en fait, Isabelle en a nommé plusieurs, la question des ordres professionnels. Est-ce que vous voyez d'autres pratiques ou initiatives qui vont être particulièrement marquantes pour l'emploi et les conditions d'emploi en économie sociale? Bien, moi, j'aimerais ça réagir là-dessus parce qu'effectivement, beaucoup de nouvelles coopératives de professionnels sont nés à Montréal notamment. Et je trouve que c'est une mouvance aussi que l'on voit beaucoup, je dirais, dans les universités, cet intérêt pour l'économie sociale, beaucoup chez les jeunes. Et je pense que c'est lié évidemment au sens qu'on recherche dans notre travail. Et ça, je trouve qu'on n'avait pas cette tendance aussi lourde là, il y a même 5 ou 6 ans. Alors, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'aller parler d'économie sociale dans les universités, dans des facultés qui, auparavant, étaient peut-être plus, en fait, moins intéressées. Mais on sent vraiment, pour moi, c'est une tendance qu'on sent qui est liée, je pense aussi, à tous les défis qu'on a en termes écologiques. Alors, je pense que les gens sont à la recherche de solutions pour dire, mais il faut agir urgemment. Puis, un des modèles qui s'offre aux jeunes et je dirais à l'ensemble des gens, c'est le modèle de l'économie sociale. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment une tendance assez lourde qu'on voit en ce moment. Puis, toute cette mouvance aussi des coopératives de professionnels, de gens qui se mettent ensemble pour créer leur propre emploi, ça, effectivement, on ne le voyait pas il y a quelques années. Peut-être juste pour compléter, on a créé, d'ailleurs avec le Césum à l'époque, la boussole entrepreneuriale pour aider les jeunes entrepreneurs à identifier rapidement la forme juridique qui leur convient le plus. Puis après 24 000 répondants, on a des statistiques, là, la moitié ont des profils collectifs. Quand on leur demande avec les bonnes questions, ils ont des profils collectifs, au BNL ou coopératifs. Donc, c'est largement supérieur à ce qu'on retrouve dans la société, mais parce que les gens sont peut-être pas assez informés, mais spontanément, c'est des formules collectives qui les intéressent. Là, on parle des gens dans l'université qui pourraient entreprendre, mais je pense que quand on parle d'inégalité sociale, on parle aussi de personnes qui doivent travailler pour gagner leur pain. Et je pense que la question de diversité ethnoculturelle en particulier est de plus en plus quelque chose qui émerge comme une préoccupation pour la société québécoise, c'est-à-dire une population qui est sous-employée en termes de taux d'emploi et aussi sous-employée en termes de qualification. Est-ce qu'on en fait assez sur cette question-là en économie sociale pour donner les moyens d'entreprendre ou de travailler en économie sociale ou pour les garder dans nos entreprises? Moi, j'aurais le goût de répondre qu'on est déjà les meilleurs au Québec dans l'intégration, la diversité et l'inclusion. Mais on peut être encore mieux. Hein? On peut rêver mieux. On peut rêver d'une société où la diversité, ce n'est pas juste une personne, mais c'est une catégorie de personnes. Je les ai nommées tout à l'heure et ça, c'est déjà ce que l'économie sociale fait. Mais il faut se donner des moyens de gérer cette diversité-là, d'apprendre à la connaître et de se donner des pratiques RH qui favorisent cette diversité-là. La diversité, c'est un amalgame de beaucoup de choses qui existent déjà et qui sont très, très présentes actuellement en économie sociale. Mais moi, je vois loin. Effectivement, je pense que la diversité est présente en économie sociale, mais quant aussi, je pense qu'on vit la même difficulté que l'économie sociale est souvent méconnue, puis elle est méconnue aussi auprès des populations immigrantes. Et par ailleurs, ça dépend aussi de quelle population immigrante on parle, parce qu'évidemment, nous, on a participé à un projet qui s'appelle sur l'entrepreneuriat immigrant, et ce qu'on constate, c'est que, évidemment, les gens qui sont là des fois depuis moins de 5 ans, ben, ce qu'ils souhaitent en premier, c'est d'avoir un emploi assez rapidement. Alors, la notion d'entreprise ou d'entreprendre, des fois, va venir un petit peu plus tard. Bien sûr, il y en a, et souvent, ceux qui décident d'entreprendre au Québec sont ceux qui étaient entrepreneurs dans leur pays d'origine. Et là, donc, ça amène une toute notion. Puis, quand on a fait un atelier sur l'économie sociale, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens avaient une toute autre compréhension de l'économie sociale dans certains cas, parce que l'économie sociale,
dans leur pays d'origine ne veut pas nécessairement dire la même chose. Donc, pour eux, ce n'est pas nécessairement une avenue qu'ils choisiraient d'emblée parce que justement, ça ne correspond pas à ce qu'ils ont connu. Fait que je pense qu'on a un travail important à faire aussi pour faire connaître l'économie sociale, mais aussi je dirais, d'ajuster cette approche-là aussi en fonction évidemment, à qui on s'adresse, parce qu'on a tendance à penser population immigrante comme un tout homogène, mais c'est très, très, très diversifié. Donc, je pense que oui, on a encore du travail à faire pour intéresser les gens à l'économie sociale, encore plus, évidemment. Peut-être, je veux souligner, moi, je viens d'apprendre, en tout cas, l'existence d'un nouveau hub d'innovation de diversité entrepreneuriale, là, le groupe 3737. Puis, ils vont lancer une cohorte bientôt avec 60 OBNL potentiellement en économie sociale. Fait que, je pense que là, il y a quand même aussi une effervescence dans différents milieux pour faire connaître l'économie sociale. Donc, c'est quelque chose à saisir, je pense. Mais oui, je pense qu'il faut se questionner sur est-ce qu'on a bien adapté notre discours? Est-ce que notre discours est bien entendu, bien compris chez différentes communautés. On a un membre, nous, qui est dans la communauté autochtone, puis on s'est dit, on va peut-être passer par eux pour rejoindre les Autochtones parce que peut-être que leur discours va mieux avoir de connotations auprès de ces communautés-là que si c'est nous qui avons un discours un peu déphasé. Donc, il y a des questionnements à avoir, je pense, sur comment on peut percer ces milieux-là. Effectivement, puis c'était une des sources de grand désespoir quand on regardait le sondage auprès des jeunes, de voir que dans les valeurs, ça correspondait, mais dans la compréhension de ce que c'était l'économie sociale, puis les perspectives d'emploi ou d'entrepreneuriat, on n'était pas dans la réalité de ce qu'on fait en économie sociale, fait que c'est de la job qui reste pour nous tous. On est assez discipliné sur la question du temps dans ces webinaires-là. Fait que ma dernière question pour vous, ce serait lundi, c'était la Journée mondiale des femmes. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter sur la place ou le rôle des femmes en économie sociale? Ben moi, peut-être juste de dire, parce qu'on vient de faire, il n'y a pas très longtemps, nous-mêmes, un peu un sondage auprès de nos membres, puis on se rend compte qu'une coopérative sur 7 est gérée exclusivement par des femmes. Donc, ça permet la coopération, je pense aussi, de donner un accès à l'économie. Tu sais, les femmes entrepreneurs, il y en a toujours un peu moins que pour les hommes. Donc, c'est intéressant de voir que le modèle collectif est un modèle peut-être qui convient mieux aux femmes, puis qui leur donne un accès à l'économie. Effectivement, c'est pour réenchérir. Puis moi, je vais surtout au niveau du travail. J'ai dit tout à l'heure, 76% des gestionnaires sont des femmes. Je pense que les femmes sont là dans l'économie sociale, elles assoient leur leadership. Les femmes font preuve d'innovation. Je vous invite d'ailleurs d'aller voir le message du Réseau de la coopération du travail pour le 8 mars où on présentait des coopératives de travail qui sont gérées par des femmes. Les femmes sont en entrepreneuriat de plus en plus. Elles sont fédératrices de grands mouvements. C'est le cas du chantier de l'économie sociale et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Et je pense que l'indice du bonheur est très élevé pour le secteur d'emploi, un peu beaucoup grâce aux femmes. Et moi, je vous dirais en mot de la fin, qu'attendez-vous pour être heureux? Je pense que tout a été dit, sinon que je dirais que davantage de reconnaissance pour les femmes et les femmes qui travaillent en économie sociale, et on le disait tout à l'heure, pour aussi des secteurs d'activité qui sont souvent liés au service à la personne. Donc, je pense qu'on a un travail important à faire de reconnaître cette contribution-là à l'économie québécoise et au développement du Québec. Merci. Je vois les deux représentants du mouvement syndical qui siègent au CA du chantier, qui ont tous les deux levé la main. Puis je vois aussi qu'il est 1h27. Fait que, est-ce que vous voulez chacun dire un mot de la perspective des travailleurs qui sont quand même une force significative dans notre économie au Québec, mais comme une phrase? Chacun? Marie-Hélène? Oui, moi, ma phrase, ce serait de dire que oui, c'est un super beau secteur, mais le temps qui nous est imparti pour en parler aujourd'hui révèle un malaise dans les relations de travail quand même, dans le secteur, d'un point tel que finalement, on n'a pas convié là, le mouvement syndical à ce séminaire avant la dernière minute. Mais
c'est un secteur où il faut faire attention que ça ne devienne pas un ghetto d'emploi pour des femmes qui sont sous-employées, sous-payées et sous-reconnues. C'est tout. Parfait. Ben, la série était publicisée depuis un bout et diffusée depuis toujours. Donc, je suis bien contente que tu sois là et j'espère que toute personne, aujourd'hui ou en différé, va pouvoir écouter ça. C'était certainement pas une intention d'exclure ou de faire ça en cachette. Stéphane, tu voulais-tu rajouter quelque chose? En fait, je veux rapidement ajouter que, en fait, ce qui est aussi assez particulier du réseau d'économie sociale, c'est de la façon dont il est présent à la grandeur du territoire. Et quand on parle d'alliance, quand on parle de travailler ensemble, un des autres réseaux qui est au moins aussi bien distribué à la grandeur du territoire, c'est le réseau syndical. Et moi, je pense qu'on prône les mêmes valeurs, on défend les mêmes valeurs, on représente souvent des gens qui sont ou bien des bénéficiaires ou bien qui soutiennent le réseau d'économie sociale. Moi, je pense que s'il y a une chose qu'on a gagnée, c'est de faire un maillage encore plus évident entre ces deux réseaux territoriaux-là parce que ensemble, on est juste comme capable de conquérir le monde, là. Merci. J'aime ça. En effet, le mouvement syndical et le mouvement d'économie sociale sont des alliés historiques. Puis il y a des discussions qui vivent de tout temps avec plein d'acteurs, mais en principe, on est là pour discuter pour devenir meilleur. Et je pense que c'est en s'alliant concrètement pour suggérer des pistes d'action qu'on va faire plus, que ce soit en matière de diversité ethnoculturelle, de la présence des femmes, de la présence en région, puis des conditions de travail en économie sociale. Certainement, c'est un enjeu, je pense, qui doit nous préoccuper tous, mais il y a des réseaux qui sont plus organisés pour y faire face. Bien, ça conclut le webinaire, puis la série de webinaires qui a été vraiment intéressante. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter les autres, de les regarder. Vous pouvez les retrouver tous sur notre site. Merci d'avoir été là.